Bonjour, c'est Jean-Marc, je suis heureux de vous retrouver sur Hit Sensation 85 pour un nouvel épisode de Destin criminel. Aujourd'hui, nous allons évoquer un cas assez particulier, en effet, celui des tueurs de masse. Alors vous allez me dire, les tueurs de masse, c'est pas ça qui manque. Aux États-Unis, il se passe rarement une semaine sans qu'il y en ait un qui fasse son apparition. Mais là, je vais vous parler des tueuses de masse. Et là, effectivement, c'est beaucoup plus rare. Alors je vous rappelle ce que c'est que des tueurs de masse. Ce sont des gens ayant commis un massacre dans un espace réduit, dans un laps de temps relativement court. Souvent des fusillades, mais là vous verrez que ce sera différent. Priscilla Joyce Ford, nous allons parler d'elle donc. Elle est née dans le Michigan en 1929 au sein d'une famille très religieuse. Elle finit par compter 11 enfants. Les parents de Priscilla étaient adeptes de l'église adventiste du 7e jour. Travailleurs et économes, les parents Ford parvinrent à envoyer Priscilla à l'université, une chose plutôt rare dans la communauté noire américaine de l'époque. Priscilla obtint son diplôme, en plus d'une qualification d'enseignante. Un premier mariage lui donna 2 enfants, mais s'acheva par un divorce. Entre 1957 et 1964, Priscilla enseigna dans le Michigan, où elle fut très appréciée, son QI fut alors estimé à 140. Elle se remaria et accoucha d'une fille prénommée Winter en 1962. En 1963, elle se présenta à l'élection des administrateurs de l'Université du Michigan, mais ne fut pas élue. Par ailleurs, son second mariage capota. Au cours d'une dispute, elle ouvrit le feu sur son époux et retourna l'arme contre elle. Les 2 conjoints ne furent que blessés et Priscilla ne fut pas poursuivie. Néanmoins, le scandale lui coûta son emploi. En 1967, Priscilla Joyce Ford quitta le Michigan avec sa fille. Elle bascula dans l'alcool et la drogue et entama une vie d'errance à travers les États-Unis, ne restant jamais plus de quelques semaines au même endroit. Accumulant les emplois précaires et sous-qualifiés, elle fournit de la drogue à sa propre fille alors âgée de 9 ans, en prétendant qu'il s'agissait d'un sacrement religieux. En 1972, son ex-mari mourut le lendemain du jour où elle l'avait prédit que Dieu allait le frapper à mort. Cette coïncidence eut des effets néfastes sur sa santé mentale déjà précaire. Priscilla alors annonça à sa fille Winter être en communion divine avec Ellen G. White, une ancienne prophète de l'église des Adventistes du 7e jour. Peu à peu, elle prétendit même être la réincarnation d'Ellen White. Perdant totalement la raison, Ford envisagea d'inséminer artificiellement sa fille, affirmant « L'enfant qui va naître sera Jésus-Christ, bien que moi, Priscilla, je sois déjà le Christ ». En 1972, elle reprit contact avec des membres de sa famille et les incita à se droguer. Elle leur annonça également être invitée à la Convention républicaine en qualité de prophète. Elle se rendit effectivement à la Convention de Miami pour y être éconduite par le service de sécurité. Dans plusieurs lettres écrites à l'époque, elle annonça avoir été empêchée de prendre la parole devant les députés républicains par une intervention du diable. En 1973, elle gagna le Nevada avec sa fille et fut arrêtée à 3 reprises pour conduite en état d'ivresse. À cause de ça, Winter fut enfin placée en famille d'accueil. Et Priscilla Ford s'exclama régulièrement que les autorités lui avaient volé sa fille. Ford quitta Reno pour Chicago, promettant à sa fille d'aller trouver un avocat afin qu'elle soit de nouveau réunie. Elle ne donna plus de nouvelles pendant 1 an, puis écrivit une lettre de menace destinée aux services sociaux avant de disparaître à nouveau pendant 6 ans. En 1978, toujours dans son délire, elle était alors dans l'Idaho, elle assigna en justice l'Église des Adventistes du 7e jour, les Mormons et le secrétariat d'État à la santé et à l'éducation pour lui avoir infligé des angoisses mentales et psychiques, ainsi que le sentiment d'une discrimination divine. Elle réclama 500 millions de dollars, elle fut déboutée sur le champ. En 1980, elle tenta de renouer avec sa fille. Après 7 ans d'absence, Winter était devenue majeure et elle refusa tout contact. Suivirent une série d'arrestations pour vol et possession de drogue, avant un internement à Buffalo dans l'État de New York. Un médecin estima que Ford était une paranoïaque schizophrène. Pendant son séjour à l'hôpital, Ford déclara souvent rêver d'être au volant de sa voiture et d'être en train d'écraser des gens avec la volonté d'en tuer le plus possible. En juillet 1980, installé dans le Maine, Ford appela un procureur de Portland et le pria de faire le nécessaire au sujet de l'enlèvement de sa fille. Elle ajouta que dans le cas contraire, elle écraserait un maximum de passants. En novembre 1980, Priscilla Ford regagna Reno dans le Nevada. Le jour de Thanksgiving, les rues commerçantes de Virginia Street et de Second Street étaient bondées. Durant l'après-midi, une imposante Lincoln Continental monta sur le trottoir de North Virginia Street et faucha la foule. Une policière présente sur Virginia Street lança un appel de détresse. « Véhicule en fuite, au moins 10 blessés,
envoyez du monde en urgence. L'estimation était inférieure à la réalité, car une vingtaine de corps reposaient sur la chaussée. Dans la rue adjacente, un automobiliste vit la Lincoln faucher un passant et poursuivre sa route. L'homme se plaça devant la voiture pour lui bloquer le passage. Au volant, il remarqua la présence d'une femme noire d'une cinquantaine d'années qui demeurait prostrée. Un policier arriva sur place et plaça la conductrice en état d'arrestation. Un premier bilan fut établi par les autorités. 5 à 6 morts et une vingtaine de blessés, dont plusieurs dans un état critique. Sommée de donner son identité, la conductrice répondit « Priscilla Joyce Ford, parfois je m'appelle Jésus-Christ ». Il apparut que Ford était sous l'influence de l'alcool. Elle présentait un taux d'alcoolémie 16 fois supérieur à la limite légale autorisée au Nevada. La meurtrière n'exprima aucun remords lorsqu'elle apprit qu'elle avait fait 6 morts et 23 blessés. Elle déclara « Une voix m'a ordonné de me mettre au volant et d'écraser le plus de monde possible. C'est exprès que j'ai bu du vin aujourd'hui pour qu'on croie à un accident causé par mon ivresse. C'est délibérément que j'ai foncé dans la foule pour en avoir le plus possible. Une Lincoln Continental peut faire pas mal de dégâts, plus que ces petites bagnoles étrangères. Combien j'en ai eu? 50? J'espère. 60? Plus il y aura de morts, mieux ce sera. » Un examen médical confirma que Priscilla Joyce Ford était activement psychotique, une schizophrène avec des tendances paranoïques. Le procès de Priscilla Ford débuta en octobre 1981. La seule inconnue du procès résidait dans l'état mental de l'accusée. Était-elle en mesure de distinguer le bien du mal au moment de son acte? La défense plaida la folie. De son côté, l'accusée fut égale à elle-même, déclarant au passage « L'enseignement des Mormons est une hérésie. Leur soi-disant prophète prétend avoir parlé à Jésus-Christ et à Dieu. C'est faux. Il n'a pas vu Jésus, car je suis Jésus. » Puis, peut-être sur les conseils de son avocat, elle nia avoir foncé volontairement sur la foule et se justifia par un mauvais fonctionnement de sa voiture. Mais à aucun moment elle n'avoua avoir été dans un état divin. Les psychiatres diagnostiquèrent une psychose paranoïde, une maladie mentale amenant à réagir à des menaces imaginaires ou à interpréter des événements réels d'une manière erronée. La paranoïa de Ford et ses échecs successifs dans la vie avaient alimenté sa rage meurtrière. Si elle avait été jugée en Californie, elle aurait été reconnue irresponsable. Mais selon la loi du Nevada, elle devait être considérée saine d'esprit et responsable de ses actes. À l'issue du procès, le jury délibéra 12 heures avant de reconnaître Ford coupable d'assassinat. Une nouvelle délibération consacrée à la peine aboutit à la condamnation à la peine de mort. Priscilla Joyce Ford fut ainsi la première femme à être condamnée à mort dans l'État du Nevada. En 1995, Ford essaya de faire commuer sa peine en détention en perpétuité. Les efforts de ses défenseurs n'aboutirent pas. Détenue exemplaire, Priscilla Joyce Ford mourut en détention d'un emphysème le 29 janvier 2005. Elle était alors âgée de 75 ans. Voici une seconde affaire de tueuse de masse. Il y a beaucoup moins d'informations car elle a eu lieu en Tchécoslovaquie, qui à l'époque était un pays du bloc de l'Est et où très peu d'informations sortaient. Le 10 juillet 1973, Olga Epnarova, une jeune fille tchécoslovaque de 22 ans, est au volant d'un camion de location lorsqu'elle fonce sur un groupe de 25 personnes qui attendent le tramway. C'est un choc terrible pour la communauté. 3 personnes sont décédées sur le coup et 3 autres mourront plus tard dans la journée. Les pompiers recueilleront 12 blessés qui seront tous conduits à l'hôpital. Avant de percuter ce groupe, Olga avait longtemps conduit dans Prague, bien décidée à faire un maximum de victimes. Elle avait attendu le bon endroit et le bon moment, là où il y avait le plus de monde. Avant de passer à l'acte, elle avait pris soin d'envoyer une lettre à 2 journaux nationaux. Malheureusement, dû à la lenteur de la poste tchèque, celles-ci n'arriveront que 2 jours après la tragédie. Dans cette missive, elle expliquait en détail que cet acte était une vengeance contre sa propre famille et la société en général qui lui rendait la vie impossible. Elle mentionnait qu'elle avait songé à faire dérailler un train ou faire sauter un bâtiment à l'aide d'engins explosifs. Ce qui l'avait finalement convaincu d'utiliser un camion, c'est qu'elle savait en conduire un. Elle écrivait « Je suis une solitaire, une femme détruite par les gens. Et aussi, j'ai le choix, me tuer ou tuer des gens. Je choisis la vengeance. » Sa lettre se terminait par « Moi, Olga Epranova, victime de votre bestialité, je vous condamne à la peine de mort. » Mais qui était-elle? Elle est née le 30 juin 1951. Son père était employé de banque et sa mère était dentiste. Faisant partie de la classe moyenne, elle était assez isolée. À l'âge de 13 ans, la jeune Olga est internée en psychiatrie pendant 1 an, suite à une tentative de suicide. L'hospitalisation à son jeune âge fut terrible, subissant du harcèlement de la part des autres patients. À sa sortie, elle découvrit sa sexualité et un penchant pour les filles, mais son incapacité à communiquer l'isolait de plus en plus. À cette époque, surtout dans un paradis socialiste,
aucune structure ni écoute n'était mise en place pour un adolescent en perdition. Tout au long de son séjour à l'hôpital, on avait essayé de mettre des mots sur son cas. Négativisme, apathie, insubordination. Voici des exemples de quelques mots qu'on pouvait lire sur son dossier psychiatrique. Un psychiatre avec qui elle avait plus de facilité à communiquer lui diagnostiqua une schizophrénie. Elle lui raconta aussi ne plus parler à son père depuis qu'il l'avait passé à tabac et n'avoir rien à dire à sa mère. Après plusieurs échecs concernant l'obtention d'un emploi, elle finira par décrocher un travail de conductrice de camion. À cette époque, elle a eu une relation sexuelle collectionnant les partenaires féminines, mais aussi quelques relations masculines. Un jour de juin 1973, elle revenait de vacances en camping. Elle était accompagnée d'un homme plus âgé nommé Miroslav, à qui elle semblait avoir noué une relation sérieuse. Elle loua un camion et se rendit dans le quartier résidentiel de Prague. Elle y roula un long moment, non parce qu'elle hésitait à passer à l'acte, mais plutôt pour choisir le meilleur endroit pour faire un maximum de victimes. Arrêtée sur place, elle n'a pas essayé de fuir. Durant l'enquête, Olga ne chercha aucunement à nier le fait qu'elle avait prévu de faire un maximum de victimes. N'ayant exprimé aucun regret, précisant même qu'elle avait choisi cet arrêt de tramway car il était situé au bas d'une pente, ce qui lui permettait de prendre un bon élan. Le 6 avril 1974, Olga Epranova fut condamnée à mort. Sa mère, contre son avis, interjecta appel, mais la sentence fut confirmée. Olga fut exécutée par pendaison à la prison de Pankrak le 12 mars 1975. Il existe un film sur cette histoire datant de 2016, Moi, Olga Epranova, du réalisateur tchèque Petr Kazda. Par contre, je n'ai pas eu encore l'occasion de le voir. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu. J'essaye un peu de sortir des sentiers battus et de ne pas parler tout le temps des mêmes tueurs, comme ça se fait beaucoup. Il y a plein d'histoires à découvrir. Et là, l'histoire des femmes tueuses de masse était pour moi une histoire assez originale que je voulais partager avec vous. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau destin criminel sur Hit Sensation 85.